Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, Baruch Hashem. On peut dire presque un Shechianu, Vikiemanu, Vigianu, Lizmanazé. Nous nous retrouvons donc pour ce shiur, pour un nouveau shiur et aussi un nouveau Bet HaMidrash en ligne, si Dieu veut. Aujourd'hui, donc, nous nous réunissons pour en réalité le deuxième Yortzeit de ma mère à Taragez, une shlucha à Romainville. Donc, beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, certains de vous l'ont même côtoyé directement. Et donc, à travers donc, son action dans le Bet Rabbad, à travers aussi les shidurim qu'elle faisait, à travers toutes sortes d'organisations qu'elle avait, que ce soit pour Keren Chayamoussia, pour les jeunes mariés, pour les shidurim, pour le Shalom Bayit, pour plein de choses, pour le Chinuch aussi. Mais en tout cas, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le deuxième Yortzeit, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de plus, Bezrat Hashem, donc pour le reste, jusqu'à Mashiach, si Dieu veut. Donc, c'est de prendre le lien de la halacha. Il y a beaucoup de rabbanim. Et on a dit on va quand même ouvrir une branche Bezrat Hashem de Shiurim donc en ligne avec on pourra aussi poser des questions si Dieu veut. Et lorsqu'on va donc présenter bientôt le programme dans quelques minutes. Et aujourd'hui en tout cas on se rassemble pour évidemment c'est les lois de la Souka. On sait très bien qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup d'halachot de la Souka qui sont en général peu connues. C'est vrai qu'on se dit construire une souka, c'est finalement choisir un bon srach et faire des beaux murs, mais en vérité, il y a beaucoup plus de halachot que ça. Alors, on ne va pas vraiment trop compliquer. On va essayer de rapporter ce qui est halakha le maaseh, mais en tout cas, entre-temps, on va dire un grand lechaim, et on va se joindre à tous. D'abord, juste avant de commencer, j'aimerais donc évidemment partager avec vous donc évidemment, on a mis donc le Bet HaMidrash en ligne en place. C'est comme on l'a dit, le Nishmat Atara Bat Avraham Barachel, qu'aujourd'hui c'était son Yortzeit. Et aussi pour le Zchut donc la famille de Shlomo Chaim Bonan et du Rav David Ben Chitrit, Dr Ben Chitrit, pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants qui ont beaucoup de nachat, si Dieu veut, que tous les shiurim et tous les participants et tous les chizukim qu'on aura de ces shiurim-là, Bezrat Hashem, seront pour leur mérite. Alors avant de commencer, juste évidemment, on pourrait se dire quel rapport maintenant entre on ouvre un Bet Midrash avec l'union de la halacha, Sukkot. En réalité, c'est que si pour ceux qui ont connu Madame Gez, ma mère donc, c'était une personne qui était très très attachée au Shulchan Aruch. Déjà évidemment, elle était très très active dans ce qu'elle faisait, mais aussi quelque chose de particulier, c'est que le rabbi en Yechidut lui a dit qu'elle doit faire attention à certaines choses. Et de là, elle a reçu donc la prise sur elle la décision d'apprendre tout le Kitzur Shulchan Aruch. Elle a revu plusieurs fois le Kitzur Shulchan Aruch. Le Kitzur Shulchan Aruch était à la maison complètement déchiré, tellement qu'elle a utilisé. Et à chaque fois qu'on parlait d'une halakha, elle disait mais attends, il manque clairement le Kitzur Shulchan Aruch. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est que le Kitzur Shulchan Aruch, mais en réalité on dit alvaï le Kitzur Shulchan Aruch, pourvu qu'on puisse tous apprendre le Kitzur Shulchan Aruch comme il faut. Comme on sait très bien que beaucoup de rabbanim disent que finalement la majorité des questions que les gens posent la réponse se trouve dans le Kitzur Shulchan Aruch. Parce que finalement le Kitzur, c'est vraiment lui qui va nous dicter donc les lois et la vie du quotidien de chaque juif. Donc, étant donné que c'était ça un peu le cave, et c'était une des choses que ma mère faisait, donc il y a aussi un livre de Tarat HaMishpacha qu'elle a écrit, que Bezrat Hashem, on va bientôt le sortir, si Dieu veut, si Dieu nous donne la force. Mais en tout cas, on s'est dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de shiurim qui se passent, que ce soit en Likkutei Sichot, en Chassidut, etc., etc. Et même Baruch Hashem aussi des shiurim en halacha. On a dit qu'on va essayer quand même de faire quelque chose en halacha avec des diaporamas, de manière que ça soit plus ordonné. Et aussi proposer des formations. Et ces formations-là c'est aussi un des chidushim, c'est des formations qui seront gratuites. Donc, on va bientôt casser le ruban. On va, Bezrat Hashem, présenter en réalité les quelques cours que déjà qu'on propose. Et Bezrat Hashem, il y a aussi d'autres programmes de halakha qui sont en cours de construction. Donc, déjà, on a les cours donc, du quotidien, comme on fait maintenant. Donc, on aura la souka, on aura toutes sortes de choses qui sont très intéressantes donc, pour chacun. On a aussi des formations de rabbanim, ceux qui veulent donc apprendre la smicha, qui n'ont pas eu encore la possibilité d'apprendre la smicha. Donc, la smicha, c'est évidemment ces études-là qui sont assez longues pour recevoir le diplôme de Rav. Dans notre contexte, on ne va pas le faire trop compliqué, mais on va faire ce qu'il faut. Et Bezrat Hashem, nous aurons le mérite, si on a le mérite, si jamais on arrive à parvenir à la fin, mais si Dieu veut, avec beaucoup de volonté, on y arrivera. Nous avons donc le Rav Meir Aaron, qui est le Rosh Kolel à Rechovot. Il a eu le srout depuis plus de 40 ans, avec le Rav du Rabbi d'ailleurs, de former vraiment des centaines de rabbanim et de dayanim.
donc font partie des rabbins dans le monde entier. Donc, il a vraiment beaucoup de connaissances, évidemment, beaucoup de manières, donc, on va dire, entre guillemets, d'éduquer ses élèves pour arriver jusqu'à devenir rab. Donc, lui, il va superviser le projet et il va aussi donner son accord et son tampon à la fin donc, des études. Évidemment, avec d'autres rabbinim qui vont aussi signer sur la Smicha Bezrat Hashem. Donc, on aura ces formations de rabbanout, on aura toutes sortes de programmes. En tout cas, on va commencer, si Dieu veut, en fonction de la majorité, en fonction de la demande de la majorité. Mais si Dieu veut, on commencera avec donc, la Smicha normale, c'est-à-dire Isur Ve'eter. On aura aussi quelques sujets qu'on va ensuite présenter plus tard, mais on commencera avec la classique. Donc, on aura aussi des cours spéciales pour Rabbanim et Shluchim. On sait très bien que les Shluchim et les Rabbanim sont souvent confrontés à toutes sortes de problèmes qui sont hors du commun et hors du quotidien. Et des fois, c'est toujours bien de déjà savoir comment faire et aussi savoir comment réagir. D'accord? Donc, on pourra aussi, de temps en temps, amener ici donc, des gens professionnels qui s'occupent, comme par exemple Refoué Halakha, tout ce qui est médical. Ça s'appelle aussi tout ce qui est Tarat HaMishpacha, les cas très très complexes. On a besoin de l'intervention d'un médecin, par exemple. Donc, toutes sortes de choses qui vont vraiment nous aider pour les rabbanim, mais aussi pour les shluchim. D'accord? Donc, ça, c'est pour les rabbanim et shluchim. Nous avons aussi une formation Tarat HaMishpacha, c'est pour donc, le grand public. Ça peut être que les hommes et pour les femmes. Donc, évidemment, c'est pas dans les livres approfondis, mais c'est plus comme on le fera aujourd'hui, c'est-à-dire à travers donc, des slides, à travers des diaporamas qui vont nous permettre donc de visualiser bien les cas avec des fois ça peut être des fois avec des tableaux, ça peut être illustré avec des images, mais en tout cas pour aider à la compréhension. Donc, on ne va pas s'attarder sur des cas qui sont extrêmement loin, mais plutôt sur les cas de tous les jours. Et aussi, évidemment, nous allons aussi procéder à des shiurim de Shalom Bayit et de Shidduchim. C'est très bien qu'aujourd'hui, une des choses que le Yetzer Hara investit le plus, on peut voir de nos jours, enfin de nos propres yeux, c'est le problème donc, de Shalom Bayit, c'est évidemment tous les marloquotes qui se créent entre le couple. Et évidemment, on commence à partir des shidduchim parce que finalement, c'est de là qu'on doit commencer à apprendre. Quand on apprend après, c'est peut-être un peu trop tard. C'est jamais trop tard, mais concrètement, c'est dommage de faire tellement d'erreurs après coup. Autant être bien préparé à l'avance. Donc, Bezrat Hashem, nous allons orienter ces shiurim-là. Au fur et à mesure, nous allons les mettre en place. D'accord? Et donc, évidemment, il y a aussi d'autres choses qui sont en construction qu'on présentera plus tard. Mais en tout cas, par rapport, étant donné qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont demandé quel va être en réalité les plus de la semicha qu'on apprend ici. Alors déjà, évidemment, comme c'est sur Zoom, malheureusement, il y a le corona, donc on ne peut pas vraiment se regrouper ensemble, mais malheureusement, il a aussi un avantage. C'est dur de dire avantage parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais concrètement, il y a aussi ce Zoom-là qui a finalement conquis énormément de personnes et c'est vraiment des bêta midrash qui sont rentrés chez les gens à la maison, dans leur téléphone. Et donc, on va donc déjà étudier à la maison, en ligne, c'est faisable. Il suffit qu'une personne soit assez sérieuse pour pouvoir s'asseoir, s'installer, pour réserver 1 heure d'études intense, une soirée, et ensuite le reste des soirs réviser ou avoir une chavruta ou continuer avec des textes qu'on donnera, avec des résumés, etc. Nous avons aussi, donc, tous les cours seront enregistrés. Donc, ces cours-là seront enregistrés, seront donc accessibles à tous les inscrits. Donc, je précise, c'est uniquement pour les inscrits. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comme un cours qui pourrait être mis un peu au hasard, que chacun peut rentrer comme il veut, mais c'est vraiment uniquement pour les gens qui s'inscriront, si Dieu veut, à cette formation. D'accord? Donc, nous avons aussi l'étude des accompagnés de résumés et diaporamas, très important pour pouvoir visualiser. Quand on fait un cours, on est face à face, c'est beaucoup plus facile car on peut poser plus facilement des questions. Aussi, avec l'intonation de la voix, avec le visage, on peut se comprendre. Quand on est à travers un écran, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Donc, les diaporamas, je pense qu'ils sont assez importants. Évidemment, il y aura beaucoup de textes parce que c'est quand même la smicha, il faut savoir quand même étudier, mais aussi on va aussi s'aider avec donc des diaporamas et des résumés sur le côté. Et donc, évidemment, on met un accent dans notre formation sur la partie concrète à la Khalemaase, c'est-à-dire pas uniquement apprendre la théorie, mais vraiment avoir un petit un petit moment où nous allons vraiment étudier ensemble comment interpréter et comment appliquer toutes ces halachot-là que nous allons apprendre ensemble. Donc concrètement dans la vie de tous les jours, comme j'ai dit juste avant, la formation est supervisée par le Rav, donc Meir Aaron en personne. Donc il est, comme je suis souvent en contact avec lui, donc il supervisera donc c'est l'étude et aussi il mettra son tampon pour ceux qui réussiront à la fin. Donc le diplôme donc sera signé aussi par Rav Aaron et par des rabbinim de renommée. Les cours seront transmis par moi, donc il est le Guez. Et le grand plus aussi de ce cours-là, cette formation-là, c'est que la formation est gratuite. D'accord? En général, une formation comme ça coûte en général
même en Israël, qu'en général c'est moins cher, compte dans les alentours de 1300 euros. Et Bezrat Hashem, nous allons faire ces études-là gratuitement. Mais d'un autre côté, ce qui est un peu embêtant lorsqu'on fait gratuit, c'est que nous avons besoin aussi du dévouement de chacun. En général, lorsqu'une personne sort de l'argent de sa poche, en général, il est plus dévoué que lorsqu'il fait quelque chose gratuitement. Oui, s'inscrire gratuitement, c'est pas vraiment, on va dire que c'est pas vraiment engageant. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir quand même s'inscrire, mais aussi on a besoin quand même de la certitude que la personne sera complètement dévouée. Et donc, si vous voulez déjà noter ce numéro, vous pouvez. C'est donc la personne qui est responsable des inscriptions, il s'appelle Shimon. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez noter ce numéro-là. Donc, voilà, donc ça, c'est une partie déjà du Beth Midrash. Donc, les cours qu'on a proposés. Et là, on a présenté en bref donc la smicha. Évidemment, pour les inscriptions, quand les personnes seront inscrites, on enverra aussi donc, les conditions. On a dit qu'il faut un dévouement, il faut aussi quelques petites choses à droite et à gauche. Mais en tout cas, la formation est complètement gratuite. Et Bezrat Hashem, on espère que si on est assez assidu, assez sérieux, on parviendra, si Dieu veut, à décrocher donc une smicha, un vrai diplôme de Rav, comme il faut. Encore une fois à tous, avant qu'on commence le cours, on va faire un petit lechaim et on va dire que ce shiro-là soit pour la Elou Nishmat de Atara Bat Avraham lechaim. Un dernier petit point qui est très important, qui en vérité qui va différencier la façon dont nous allons étudier que d'autres smichot, c'est que nous n'allons pas aborder au sujet de la smicha donc de sujet en sujet, c'est-à-dire en ordre en fonction du livre, mais nous allons en vérité faire cette étude-là par étapes. J'appelais ça étude par étapes parce qu'en réalité, étant donné que c'est des fois très long, très compliqué, donc en vérité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la smicha en plein de petits sujets. Et nous allons donc présenter, étudier ensemble ces sujets-là. Et à chaque fois que nous terminons un sujet, on a un petit contrôle qui résume en réalité l'étude qu'on a fait. Et après, on peut cocher et passer au prochain sujet. L'avantage de ça, c'est déjà, on voit déjà un but, on voit déjà une fin. C'est vrai que c'est des petites étapes, mais concrètement, on voit la fin d'une petite étape et comme ça, on avance et on grimpe les échelons. Et aussi, il y a des personnes, par exemple, qui préféraient étudier donc la smicha un peu, on va dire désordonnée, c'est-à-dire choisir certains sujets et les compléter par ensuite. Donc, comme ça, au moins, chaque personne a la possibilité de venir et de dire, par exemple, moi, j'ai choisi d'étudier, par exemple, les erreurs dans un Sefer Torah. Ensuite, les notions des lois de Harif. Qu'est-ce que c'est un Harif? Le couteau, etc. Lorsqu'on a des aliments qui sont Harif. Et j'aimerais étudier ces notions-là. Donc ensuite, il passe un contrôle, on lui valide son contrôle s'il réussit le contrôle, et ensuite, donc, il peut passer à la prochaine étape. Certaines personnes préfèrent faire toutes les étapes comme ça, certaines d'autres une partie des étapes, mais au moins ça permet à chacun déjà de suivre plus tranquillement, de savoir qu'il a un but et pas de plonger dans la mer sans voir la fin. Ça peut aussi un peu tranquilliser. Et aussi, ça permet aussi des fois de jouer un petit peu avec le temps. Des fois, on termine un sujet, on a besoin un peu plus de temps pour réviser, par exemple. Donc, au lieu d'entamer directement le prochain sujet, d'abord, on va s'assurer qu'on a bien conclu le sujet précédent avant de passer au prochain. D'accord, donc ça, c'était pour la smicha. Donc, maintenant, on va directement entrer dans le cours. Déjà, pour toutes vos questions à l'achik, inscription au cours et formation, évidemment, envoyez donc inscrit vos questions à ce numéro-là. D'accord, donc c'est un numéro israélien, donc c'est mon numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez le noter et déjà là-bas poser des questions. Aussi, directement pour le cours, si jamais vous avez des questions sur la souka, vous pouvez envoyer donc les questions de souka, même des fois des photos. Si jamais vous avez des doutes sur les différents objets, parois, asrar de la souka. Et Bezrat Hashem, nous allons maintenant commencer. Donc, les sujets abordés évidemment dans ce cours-là vont être sur 3 sujets. 1, c'est les fanot, c'est les murs. 2, c'est le srar. Et 3, on va mettre un accent aussi sur le côté pratique. Avant de ça, comme j'ai l'habitude de faire, on va lire d'abord un peu de texte. C'est très très court, mais c'est quand même important de savoir, car finalement, on va voir à travers notre cours quelles sont les différentes possibilités pour pouvoir finalement avoir une soukha qui soit vraiment kshera, comme il faut. Mais concrètement, il y a toujours mieux que ça. Donc là, on a pris Megadim qui rapporte en réalité sa façon de construire une soukha pour que la soukha soit kshera complètement. Et là, nous allons plus nous orienter en fait sur les murs de la soukha, à quoi les murs de la soukha doivent ressembler, pour que ça soit vraiment tranquille d'après la halacha, sans aucun problème. Regardez ce qu'il dit, on va lire ça rapidement. Amar Aediot à côté. Regardez déjà comment le Pri Megadim se surnomme, Aediot, la personne simple, il était humble. Raïti saderkan din ercher soukha bli pikpo klal liot kshera apimenak vatikin vechasidim. Donc là, le Pri Megadim nous dit qu'en vérité, il veut nous présenter une façon de construire la soukha de manière à ce qu'elle soit complètement cachère,
sans aucun problème. Si vous voulez avoir une souka tranquille, kshera, il faut que votre souka soit vraiment de 4 murs. Donc pas 2 murs et demi, pas un mur et un autre quart, mais vraiment 4 murs, vraiment 4 murs, donc des 4 côtés fermés. Et au quatrième côté, évidemment, la forme d'une porte pour pouvoir rentrer. Et ça, c'est à partir du noï, c'est à partir de la beauté de la souka, d'accord, de pouvoir avoir comme un style de porte, donc une ouverture pour pouvoir rentrer. Il faut aussi la placer dans un endroit qui soit beau et aussi digne pour pouvoir résider. D'accord, on sait très bien que la souka finalement c'est quand même dira, c'est une dira taraï, mais c'est une dira, c'est quand même une façon de nous, enfin, on va séjourner dans la souka pendant 7 jours, et donc on doit, de la même façon lorsqu'on habite, on veut vraiment habiter dans un endroit qui est beau, de la façon si idéalement on va placer la souka dans un endroit qui est beau, qui est digne d'une souka. Aussi, on ne devra pas placer la souka dans un endroit qui sent mauvais ou qui est sale. Aussi, à part ça, c'est uniquement, je fais kiddush dans la souka par exemple. Si je me trouve dans un endroit qui ne sent pas bon, c'est aussi un problème pour faire la bracha. Comment je peux me permettre de faire une bracha dans un endroit qui ne sent pas bon? Il dit que ce serait bien aussi de mettre en dessous, donc au sol, pour qu'il y ait vraiment un style de sol respectable dans la souka, en souvenir, les ananim, en souvenir donc des nuées. On sait très bien que la raison pour laquelle on construit la souka, c'est en souvenir donc de la sortie d'Égypte, où les Juifs étaient entourés des nuées de toutes parts, donc en haut, sur les côtés et en bas. Et donc ces nuées-là les protégeaient des flèches des ennemis, aplanissaient le sol, retiraient scorpions et serpents, aussi lavaient les vêtements. Donc en souvenir de ce miracle-là, nous sommes dans la souka. C'est d'ailleurs une des kavanotes qu'on doit avoir lorsqu'on mange dans la souka pour vraiment être acquitté, c'est de penser que je m'assois dans la souka, je mange dans la souka, en souvenir de la sortie d'Égypte et aussi en souvenir de toutes des nuées qui nous entouraient pour nous protéger, etc., lorsqu'on est sorti d'Égypte. D'accord? Donc aussi, il nous dit qu'à part les murs de la souka, il faut aussi que le sol soit bien. Vega mishum kvot karkal ajoué gumot, kibut karkal ajoué gumot b'yom tov et Shabbat, c'est aussi parce que si jamais c'est vraiment du sol, c'est vraiment de la terre, donc on ne pourra pas ensuite balayer parce qu'on risquerait d'aplanir le sol, ce qui est interdit pendant Shabbat et Yom Tov. À part ça, nous avons aussi un autre problème, c'est que des fois, lorsqu'on a un sol, alors on risque aussi, par exemple, de verser par exemple, un verre d'eau qui pourrait faire pousser des plantes. C'est aussi un problème en soi. Donc, en tout cas, déjà du Pri Megadim, on voit, soyez tranquille, faites une souka comme il faut, c'est-à-dire 4 parois. Et la quatrième paroi, évidemment, la porte fait une forme de porte, même qu'il n'y a pas une porte réelle concrète, mais au moins une entrée, une belle entrée pour la beauté de la souka. Maintenant, nous allons continuer encore avec un petit texte, tout petit texte. Regardez ce qu'il dit ici le rameau, parce qu'en vérité, pourquoi je rapporte ça ici? Parce qu'en réalité, plus tard, on va voir que nous avons finalement différents types. C'est très très dur de faire une souka avec 4 murs. Souvent, par exemple, on a un balcon, on a une terrasse, et on voit que finalement pas tout rentre dans la souka. Donc on essaie il y a aussi des fois des portes coulissantes, donc c'est des fois un peu compliqué. En tout cas, regardez ce qu'il dit ici le rameau. Donc, dans le Shulchan Aruch, on rapporte que Venagu Arshav. Donc on a eu la coutume, la sot mechitzot shlemot, qui heina kol bekim bedin a mechitzot kolbo. Donc c'est kolbo, c'est la référence. Mi shein lo ketetzor kol mechitzot adif az asot gimel mechitzot shlemot midalet shenam shlemot. Donc à part ça, que le Pri Megadim conseille de faire 4 murs concrets. Là, il nous dit qu'en vérité, vous savez qu'il y a aussi d'autres dinim que des fois on peut faire un demi-mur par exemple. Il dit mais écoute, étant donné que c'est compliqué ça à la route là, ne rentre pas dedans. Essaye de faire des murs complet, entier, donc du bas vers le haut. Et si tu as le choix, parce qu'on a dit que c'est mieux de faire 4 murs, mais si tu as le choix de faire 4 murs mais pas entiers et 3 murs entiers, par exemple, on n'a pas assez de bois, on n'a pas assez de planches, on n'a pas assez de tenture, ou bien que la place ne nous permet pas finalement de construire une souka comme il faut, c'est-à-dire avec des murs entiers, alors il nous dit, au lieu de faire 4 murs à moitié, et à ce moment-là, on rentre dans des complications, car il faudrait aussi donc à part ça, il faudrait aussi, excusez-moi, à part ça, il faudrait donc aussi, c'est préférable de faire 3 murs entiers que 4 murs pas entiers. Donc d'accord, donc en bas j'ai marqué 4 murs. Évidemment, quatrième mur c'est idéal avec une entrée. Sinon, si on n'a pas assez de bois, on n'a pas assez de moyens de faire donc les 4 murs entiers, il vaut mieux 3 murs complets que 4 murs non complets. D'accord?
Dernier point qu'on va lire et ensuite on va passer plus au diaporama directement. Donc, ça, c'est le Sefer HaMinagim. Donc, Minak Rabat, c'est de quoi? Aussi, matfanot gam mitvayim psulim l'esrach gam lechatrila. Donc, déjà, il nous dit que les murs, on sait très bien que pour le srach, il faut qu'ils soient cachers. Pas tout le srach n'est cacher. Mais en tout cas, les murs, on peut se permettre de faire des murs qui ne sont pas forcément cachers pour le srach, car les murs ne sont pas le srach. Donc, les murs ne sont pas obligés d'avoir les mêmes catégories, les mêmes critères que le srach même. Deuxièmement, lorsqu'on construit la souka, on essaie de mettre 4 murs, comme on l'a mentionné juste avant du Pri Megadim. Troisièmement, on met beaucoup de srach. Quatrièmement, on ne décore pas la souka. Donc évidemment, celui qui a coutume de décorer la souka, il peut décorer. Ça, on parle du nakraba de ne pas décorer. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il vaut mieux qu'on profite de la souka comme elle est. On n'a pas besoin de déguiser la souka, entre guillemets. On veut voir la beauté de la souka comme elle est, aussi simple qu'elle est. Ça, c'est la raison. D'accord. Et dernier point, en minagenu la sodritzpa miuchelet de la souka. On ne va pas faire un sol spécial pour la souka. J'imagine que c'est un rapport avec le point précédent, c'est de laisser la souka belle comme elle est, sans trop de décoration. Évidemment, chacun fera d'après son minag. Mais au moins, on a lu ce que le Sefer HaMinagim nous dit. Donc, on va commencer. Déjà, où construire la souka? Vous savez très bien que déjà, la première chose à faire quand on construit la souka, c'est déjà de savoir où on va la construire. Donc, premier point, c'est déjà de savoir est-ce que j'ai le droit, par exemple, de ouvrir ma souka dans le domaine public. Ou bien, par exemple, je suis dans une résidence, donc j'ai une cour en bas qui appartient un peu à tout le monde. Est-ce que j'ai le droit de mettre ma souka en bas? Ou bien, encore plus, est-ce que j'ai le droit de faire ma souka chez le voisin? J'ai un petit terrain qui dépasse, j'ai envie de m'installer chez lui et faire la souka. En réalité, vous savez, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que Karka enen ixelet. Un sol ne se vend pas. Mais malgré ça, ne se vole pas, pardon. Mais malgré ça, il y a aussi quand même ce vol-là qui plane au-dessus et qui pourrait aussi poser problème. Pourquoi? Car finalement, si ça ne m'appartient pas, ou encore plus, même si je fais dans le domaine public, mais que ça dérange le passage, donc finalement, ça remet un petit peu en cause donc ma souka. Donc c'est pour ça ce qu'il faudrait faire, c'est qu'évidemment que si on fait dans le domaine public, essayer d'avoir une autorisation, donc de la police par exemple, ou d'une personne qui est responsable de la mairie. Et si par exemple c'est et aussi à part lorsqu'on a l'autorisation, il faut aussi la faire dans un endroit qui ne va pas déranger les passants. Car c'est vrai peut-être que le maire a donné l'autorisation par exemple, mais étant donné que les passants quelque part, ça leur appartient aussi un petit peu, car le domaine public appartient un peu à tout le monde. Donc, si ça dérange les passants, c'est aussi un problème. Donc, il va falloir aussi garder un peu l'équilibre entre les deux. Donc, d'essayer de recevoir une permission, a priori, et aussi de mettre la souka de manière à ce que ça ne dérange pas trop le passage. Pareillement, aussi, lorsqu'on fait une souka, par exemple, dans une résidence, où finalement, nous sommes un peu tous associés à la résidence. Étant donné que concrètement, la résidence m'appartient aussi un petit peu, finalement, la cour m'appartient aussi un petit peu, même si on est locataire, ça m'appartient concrètement, je paye la location, donc ça m'appartient. C'est vrai que ça appartient à tout le monde, mais je suis une part dedans. Donc, on pourra aussi construire une souka dans une cour qui est donc qui appartient un peu à tout le monde, donc à tout le bâtiment par exemple. Mais aussi, il va falloir faire attention de ne pas mettre la souka dans un endroit qui va déranger le public. D'accord? Donc, ça, c'est un point. Deuxième point, une terrasse. D'accord? Une personne qui, par exemple, qui fait construire sa maison dans une terrasse, souvent, il est confronté à des terrasses qui sont au-dessus de lui. D'accord? Donc, important de voir, de vérifier. Si je construis ma souka, est-ce que je n'ai rien qui fait séparation entre ma souka et le ciel? Car finalement, si je veux que ma souka soit kshera, il faut que je m'assoie dans une souka vraiment où, entre moi et le ciel, il n'y a aucune interruption. Donc, faire attention qu'on n'a pas de terrasse au-dessus de nous. Et pareillement aussi qu'il n'y a pas d'arbre. Souvent, on fait une souka dans le jardin. Et ensuite, on pourrait se retrouver dans une situation où on a un arbre qui va recouvrir une partie de la souka. Et là, on rentre dans des complications. Donc, vérifiez ça avant. D'accord? Et comme on l'a dit, vérifiez que l'endroit est bien digne pour une souka, c'est-à-dire que l'endroit ne soit pas mauvais, qu'il soit respectueux, qu'il n'y a pas des poubelles qui traînent à côté, car ce n'est pas respectueux pour la souka. Prochain point, d'accord, il faut faire attention à l'ordre de la souka. Il faut construire la souka en ordre. Ça veut dire quoi en ordre? Ça veut dire qu'il faut construire la souka, étant donné que la souka est constituée de deux choses. Un, les parois, les murs, et deux, le srach. Donc, il va falloir faire attention, comme dans une maison, que d'abord on construit les murs et ensuite on place le srach par-dessus. Si je fais le contraire, à ce moment-là, ce n'est pas valable. C'est pour ça que si jamais j'ai fait le contraire, j'ai d'abord placé le srach, ensuite les murs. Il va falloir que je soulève le srach pour que ce soit considéré comme si que je l'ai retiré et je l'ai mis.
Un autre cas de figure qui pourrait être courant, surtout quand en Europe il pleut souvent à Sukkot, c'est une personne qui construit sa souka, mais il a mis par-dessus une bâche. D'accord? Donc, avant de dévoiler sa souka pour Sukkot, il met une bâche et entre-temps il installe sa souka, il met sa souka, il met donc des fois des styles de tente comme ça qu'on met par-dessus une bâche pour protéger de la pluie. Mais si une personne a mis le srach lorsque la bâche était encore dessus, ensuite il va donc découvrir la bâche et rentre aussi dans un problème. Donc là aussi, il devra faire la même chose dans ce cas-là. Donc déjà, a priori, il devra faire attention donc d'abord de découvrir la bâche, monter ses murs, placer le srach. Et s'il ne l'a pas fait, il devra donc faire la même chose, soulever le srach pour que ce soit considéré comme si qu'il a mis et qu'il a retiré. Maintenant, les murs de la souka. Les murs de la souka, comme on l'a dit, on peut le faire de n'importe quel matériel. Peu importe les matériaux qu'on utilise pour la souka, c'est valable. Même que par exemple, c'est très bien que pour le srach, on ne peut pas utiliser de métal, par exemple. On pourra, d'après la halakha, quand même l'utiliser pour les parois de la souka. D'accord? Donc là, en réalité, on appelle ça une vue d'oiseau, oui. Donc, un matériau. De la même façon aussi, il va falloir faire attention que la souka, les murs même n'ont pas d'odeur. Souvent, le bois s'use un petit peu, ou des fois le canis, certains utilisent du canis pour envelopper la souka, s'use un petit peu et ça sent un peu l'odeur du moisi. Donc, il faut faire attention à ça, aussi que ce soit agréable à rester dans la souka. Car si c'est vraiment désagréable à entrer dans la souka, ça met un petit peu en cause la souka, car finalement, une souka, on devrait habiter dedans. Et si elle n'est pas habitable, alors ce n'est pas possible finalement, on ne pourra pas considérer la souka comme souka. Donc, c'est important aussi de faire attention que les murs soient en forme, soient jolis et sentent bon. Et quand ils ne sont pas mauvais en tout cas. Donc, matériaux, ce qu'on veut. Odeur, faire attention. Et maintenant, quelque chose qui est très très important, c'est la longueur. Donc, quelle longueur on a pour les parois de la souka? Donc, il faut savoir que pour qu'une souka soit kshera, il faut impérativement que les murs soient au moins de 7 tfachim. Un tefar, c'est un point. Vous voyez, un point. Il y a une grande discussion à combien c'est un point en centimètres, mais d'après ce qu'il y a d'après la majorité, on parle en tout de 57 centimètres et demi. Donc, si pratiquement 0,2. Donc, une personne qui a 57 cm, 0,2 de tous les côtés, d'accord, c'est le minimum qu'on a besoin pour que la souka soit kshera. Moins que ça, la souka n'est pas kshera. D'accord, donc il faut faire très attention à ça. Des fois, on a par exemple certains font par exemple des petites soukottes ou bien qu'on a vraiment une terrasse qui est très très petite, très très étroite. Il faut vraiment faire attention qu'on a donc cette taille-là de la souka. Maintenant, regardez, vous allez me poser la question. Si maintenant j'ai 1,20 m sur 50 cm, donc en tout sur la surface, je vais oui arriver quelque part à ces 57 cm,2, d'accord, dans la totalité. La réponse est que ce n'est pas valable non plus. Car dans la souka, on a besoin de 7 fachim, car on doit avoir le sentiment de se pouvoir habiter, s'asseoir dedans convenablement. Donc, si c'est étroit d'un côté et long de l'autre côté, ça ne sera pas valable. Donc, comme on l'a dit, chaque paroi devra faire minimum 57 cm,2. D'après le rabbi Avraham Chaim Naeh. Maintenant, regardez un cas de figure, c'est intéressant, qui est aussi assez courant. Des fois, on a une très grande souka, la souka est magnifique, elle est kshera, extraordinaire. Mais ensuite, nous avons un petit renfoncement dans la souka. Donc, vous voyez ici en rouge, un petit renfoncement dans la souka, que ce renfoncement-là est étroit et fait moins que 7 fachim, fait moins que ces 57 cm et demi. Donc, est-ce que c'est kasher ou pas? Alors, évidemment, l'ensemble de la souka est kshera, étant donné que finalement, c'est une grande souka belle, les murs sont solides. Mais par contre, on ne pourra pas s'asseoir dans la partie qui est étroite. D'accord? Souvent, des gens qui veulent un peu leur petit coin tranquille, veulent s'installer un peu de retrait. Il a trouvé un petit coin dans la souka. Il faut qu'il fasse attention. Si le coin donc, est étroit, donc fait moins que 7 tfachim, 7 points, donc il ne pourra pas s'asseoir dans cette zone-là. Il pourra s'asseoir évidemment dans le reste de la souka, mais pas dans cette zone. Donc là, on a parlé de la longueur, maintenant on parle de la hauteur. La hauteur de la souka doit faire de minimum 10 fachim. 10 fachim, ça veut dire 82 cm. Donc, il faut vraiment noter tout ça, c'est très important. Si le mur fait moins que 82 cm, que la souka fait moins que 82 cm, la souka n'est pas valable. Alors évidemment, vous allez vous poser la question, qui fait une souka de 82 cm? Alors la réponse est dans l'image suivante, c'est qu'en vérité, pas simplement la souka doit faire minimum 89 cm, mais on va dire toute souka finalement pour qu'elle soit kshera, il faut que le mur fasse minimum 82 cm.
même si la souka fait par exemple 2 mètres, 3 mètres de haut, il faut faire attention que finalement que le mur qui va entourer de la souka soit au minimum de 82 cm, donc dit Fahim. Alors vous allez me poser la question, alors on n'a pas besoin que le mur, que la paroi monte jusqu'en haut, ça on verra dans la diaporama d'après, mais en tout cas pour l'instant, le mur doit faire minimum 82 cm. Regardez dans l'image ici, j'ai fait un petit trait sous la fenêtre. Idéalement, pour qu'on soit vraiment tranquille d'après la halakha, on sait très bien que chacun a des fenêtres dans la souka. Donc évidemment, les soukas en général qui sont achetées avec le tampon, tout va bien. En général, les fenêtres sont plus hautes, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on construit nous-mêmes donc notre propre souka. Et des fois, on a toutes sortes de fenêtres qui sont donc dans la souka et ça pourrait poser problème. Alors c'est pour ça que c'est important de faire attention qu'au moins que les fenêtres soient plus hautes que les dites fachim, donc 82 cm, de manière à ce que je suis assuré que j'ai au moins donc ces dites fachim qui vont entourer ma souka. Donc, on revient à ce qu'on a dit juste avant, 82 cm, et regardez juste au-dessus, c'est complètement ouvert. Est-ce que la souka est kshira ou pas? La souka, elle est oui kshira. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai déjà mon mur qui est placé, je n'ai pas besoin que le mur monte jusqu'à là-haut. D'accord? Donc, nous avons parlé de la longueur minimum 7 fachim, 57 cm.2. Nous avons parlé aussi maintenant de la hauteur. Et la hauteur, ce n'est pas simplement la taille de la souka, c'est aussi la taille de la paroi qu'on vient de dire. Il est possible qu'on pourrait laisser, on verra juste après, donc l'espace ici vide, tant que j'ai une paroi qui fasse minimum 82 cm de hauteur. Important de souligner évidemment, c'est que on ne va pas faire 82 cm pile, car des fois on peut un peu se gourer, surtout qu'il y a des marlocotes, si c'est 82 cm ou plus. Si on peut arrondir à 1 mètre, c'est très bien, comme ça on est vraiment rassuré d'après toutes les chitotes. Maintenant, admettons qu'on fasse le contraire. J'ai oui une paroi de 1 mètre de haut, mais je l'ai placée au-dessus, c'est-à-dire collée au srach. Donc j'ai vraiment placé la paroi et je l'ai élevée jusqu'en haut, mais j'ai laissé donc une ouverture en bas. Là, est-ce que c'est valable? Ce n'est pas valable. Dans la halakha, on parle que si c'est plus élevé que 3 tfachim, que 24 cm, la souka n'est pas kshera. Pourquoi? Parce que la paroi n'est pas considérée comme une paroi. Parce que si on pense bien, à quoi sert une paroi? Une paroi, ça sert à délimiter finalement un terrain, faire en sorte que des intrus ne peuvent pas finalement entrer dans la souka. Donc si par exemple, chaque petit animal pourrait rentrer dans la souka, ça prouve que je n'ai pas de barrière finalement, je n'ai pas de paroi. La paroi est là finalement pour empêcher les animaux ou toutes sortes de choses de rentrer dans ma souka. Donc si je ne délimite pas le terrain comme il faut, à ce moment-là, ce n'est pas valable. C'est pour ça que si je mets, comme on l'a vu dans l'image précédente, la barrière donc en bas, il suffit qu'elle fasse 1 mètre à 82 cm de haut pour que ça soit valable. Mais si finalement la barrière elle est élevée, elle est en haut, de manière à ce qu'il y a plus que 3 tfachim, donc plus que 24 cm au-dessus du sol, étant donné que n'importe quel animal pourrait pénétrer, donc cette paroi-là n'est pas valable. Donc faites attention à ça quand vous accrochez vos parois, de ne pas l'élever à plus que 24 cm du sol, car dans ce cas-là, votre paroi ne sera pas kshera. Maintenant, regardez encore une petite image. Imaginez-vous que vous avez, pour que vous compreniez en fait le système, imaginez-vous que vous avez encore une paroi de 10 cm, mais vous la laissez finalement entre les deux, ni trop haut, ni trop bas, ni trop bas. Vous avez donc élevé un petit peu la paroi, mais est moins que 3 tfachim. Et en deux mots, la paroi est proche de moins de 24 cm du sol. À ce moment-là, ça sera valable, ça s'appelait la voûte. La voûte, c'est-à-dire qu'on considère comme si que la barrière était collée au sol car elle est plus proche du sol et de moins de 24 cm. D'accord? Donc faites attention à ça. Maintenant, un autre cas de figure. Étant donné qu'on a ce système de lavoud, c'est un cas qui n'est pas très courant, mais on va le mentionner aussi, car de temps en temps, on voit un peu ce cas de figure. Imaginez-vous que par exemple, vous avez une petite paroi de 10 cm que vous faites, vous avez de 10 cm. Maintenant, vous voulez faire un lavoud. C'est quoi un lavoud? C'est-à-dire que vous voulez en vérité faire en sorte que la partie supérieure et inférieure donc de l'espace vide soit considérée comme remplie par une paroi. Alors, si vous approchez finalement donc la paroi à moins de 3 tfachim, donc à moins de 24 cm du sol, on indique que c'est bon. Mais c'est valable aussi par au-dessus. C'est pour ça que si finalement, même si j'ai une paroi de 4 tfachim.2, il suffit que par exemple l'espace est moins de
de 3 tfachim, donc on va dire 2,9 en bas et en haut, 2,9 et 2,9 et 4,2, en tout ça fait 10 tfachim. Donc en deux mots, le fait que la barrière est rapprochée du sol ou de la paroi au-dessus de moins de 3 tfachim, c'est considéré comme si que l'espace était rempli. Donc c'est vrai que c'est un cas qui n'est pas très courant, mais on le mentionne quand même, ça pourrait toujours aider. Maintenant, regardez cette image-là qui est intéressante. Donc, déjà, juste de résumer en un mot ce qu'on a dit juste avant, concrètement, c'est que pour que la souka soit kshira, il faut qu'on ait donc un espace, il faut qu'on ait donc au moins un mur qui est 82 cm de hauteur pour que la souka, pour que le dauphin, donc pour que la paroi soit kashera, à condition que cette paroi-là soit vraiment au sol ou au moins proche de moins de 24 cm du sol. Maintenant, des fois, on n'a pas la possibilité de faire 4 parois dans la souka. Donc, regardez, ici, nous avons une paroi et une deuxième paroi. Donc, c'est des cas qui peuvent être très, très fréquents, car finalement, des fois, on est dans une terrasse, on n'a pas forcément toujours la possibilité. Des fois, par exemple, il y a une fenêtre, il y a une porte, donc il pourrait poser problème par rapport à ces ouvertures-là. Donc, admettons que vous avez un pan ici, un deuxième ici, donc collé. Donc, ça fait comme ça, oui. Donc, ils sont collés l'un à l'autre. On a dit qu'il faut que chaque côté soit au moins de 7 tfachim. Donc, admettons que nous avons 7 tfachim, nous avons donc 57 cm.2. Pareillement, du côté gauche, maintenant, j'ai besoin d'un troisième pan. Car finalement, d'après la halakha, combien de pans nous avons besoin, combien de parois nous avons besoin pour que la soie soit kshira? Au début, on a dit qu'idéalement, il faudrait 4. Ça, c'est évidemment, c'est idéal. Mais la vérité, c'est que 3 suffisent. Et pas simplement que 3 suffisent, c'est halakha Moshe Missinai, que même si on a 2 collés l'une à l'autre, et troisième qui est vraiment un petit pan, c'est aussi valable. Et même s'il n'est pas complet. D'accord? Donc, le minimum pour que la soie soit kshira, regardez, il faut qu'il y en a un pan, 2 pans collés l'un à l'autre. Et le troisième pan, donc le troisième côté ici, regardez ici, nous allons placer une petite planche de bois de 10 cm, la voûte, c'est-à-dire rapprochée du pan gauche de moins de 24 cm. Et ensuite, nous allons faire une forme de porte, de manière à ce que dans la totalité, nous allons avoir au moins 7 tfachim, au moins 57,2 cm. Et à ce moment-là, on va considérer ça, étant donné que la porte est considérée comme un pan aussi, donc un pan, plus cet tefach-là, qui est rapproché, donc comme on a dit, que lorsque c'est rapproché de moins de 24 cm, c'est considéré comme rempli, fermé par cette paroi-là. Donc, on va considérer ça en tout comme si que nous avons en vérité ici donc une paroi complète de 7 tfachim de 57,2 cm. D'accord? Donc, je répète en deux mots. Une paroi, deux parois. Pour que ce soit caché, il faut qu'on rajoute ici encore un côté. Ce n'est pas la peine, pas obligatoire de remplir réellement avec une paroi entière. Il suffit donc de rajouter une planche de large de 10 cm qui serait rapprochée donc au mur de gauche de moins de 24 cm. Ensuite, on conclut avec une porte, une forme de porte, pas une porte réelle, mais une forme de porte, un cadre qui va donc ramener donc la taille à 7 tfachim, donc à 57 cm.2. Comme ça, depuis la fin de la porte jusqu'au mur, nous allons avoir donc nos 7 tfachim et à ce moment-là, ce sera considéré comme valable. Je vous avoue que les parois, c'est un peu compliqué, donc il faut un peu se concentrer. Mais étant donné que c'est assez fréquent, donc c'est important quand même de savoir. Donc, un autre cas de figure, c'est lorsqu'on a finalement deux pans, 1 et 2. Très courant lorsque, par exemple, on a une terrasse, on a un jardin et on a un passage entre les deux. On n'a pas la possibilité de faire une souka aussi long que le jardin, mais j'aimerais quand même utiliser donc mes deux côtés, mes deux murs du jardin pour faire ma souka. Le problème, c'est que j'ai des deux côtés, c'est ouvert. Alors, comment je peux faire? Alors, la halakha propose de prendre une planche, par exemple, de 4 fachim, c'est 32 cm, de la rapprocher, d'accord, de la rapprocher ici à moins de 3 tfachim, car comme on l'a dit juste avant, quand on s'est rapproché à moins de 24 cm, c'est considéré comme rempli. Donc 3 plus 4, c'est comme si j'avais les 7. C'est comme si j'avais les 7 fachim, d'accord, donc les 7 points qui sont indispensables pour que la sourate soit kshera. Et ici, pour conclure, faire une sourate pétar, c'est-à-dire une forme de porte, comme si ce serait considéré comme ça, tout le pan ici est fermé, ce sera considéré comme si finalement j'ai mes 3 pans de mur, mes 3 parois qui sont donc fermés. D'accord? Encore une fois, j'ai mes deux murs, un en face de l'autre, les deux côtés sont ouverts. Pour la rendre kshera, cette soukha-là, il va falloir donc rajouter un pan de 4
tfachim, 32 cm, rapproché ici, donc de moins de 24 cm, de 3 tfachim, et ici, faire une forme de porte, d'accord? Donc là, c'est évidemment, c'est vue d'oiseau, forme de porte pour pouvoir que ce soit considéré comme si que tout le pont soit rempli. Maintenant, je pense que c'est un peu les derniers cas qui sont compliqués, après on va parler des cas plus simples. Si, par contre, si j'ai le même cas de figure, c'est-à-dire j'ai deux murs l'un en face de l'autre, et ensuite de ce côté-là, je remplis, ça veut dire que je ne fais pas la voûte, je ne me contente pas de rapprocher 4 cm, de 24 cm, etc. Non, je remplis réellement et je fais un mur de 7 fachim, de 57 cm et demi de ce côté-là. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire une forme de porte, car finalement, ça va être considéré comme si que j'ai mes trois murs qui sont relativement remplis et la souka sera kshera. Quelque chose qui est important aussi, il y a certaines personnes qui veulent faire des soukot comme Avraham Avinu, ouvert des quatre coins. Il faut faire attention donc de ne pas ouvrir ça, donc des quatre coins, car finalement, lorsque c'est ouvert, c'est qu'on n'a pas donc on n'a pas les critères pour appeler donc une dira qui est fermée. D'accord? Donc on va lire ça ensemble. Rak shelo yehe, ça c'est vraiment qui dit Rak shelo yehe aptachim bekranot ki apechitzot tzrichim liot mechubarim kimidgam. Donc comme on a dit, il faut que les murs soient collés. S'il y a des ouvertures dans les quatre coins, ça rend donc pas cachère la souka. Ça, c'est la théorie pour les murs, important à savoir. Après, on va passer aux choses pratiques. Alors, regardez ici le dessin. Finalement, les murs de la souka, les parois de la souka ne sont pas obligées, comme on l'a dit, ne peuvent être de n'importe quelle matière. Pas seulement n'importe quelle matière, aussi n'importe quel objet. Si finalement je trouve que je n'ai pas de pan, de paroi pour faire ma souka, je n'ai pas de mur, je n'ai pas de bois, je n'ai pas de tenture, je n'ai rien, je peux finalement utiliser n'importe quel objet, tant que, comme on l'a dit avant, que ces objets-là soient hauts de 10 fachim minimum, de 10 points minimum. Même on a dit qu'il y a un espace en haut, c'est pas grave, car on considère comme si tout était fermé. Ça s'appelle good asik, c'est-à-dire que tout est fermé là-haut. À partir du moment où j'ai 10 cm de hauteur, tout va bien. Donc je peux mettre n'importe quoi, des chaises, je peux mettre des meubles, etc., qui vont constituer ma souka. Et vous allez voir après pourquoi c'est important de savoir ça. Mais avant ça, encore une petite introduction par rapport aux soukot d'aujourd'hui qui sont faits de tenture, que dans beaucoup de cas, ces soukot-là ne sont pas ksherot, donc on va voir ça juste après. Mais en tout cas, nous avons aussi une autre notion, on va essayer de faire ça en simple, qui s'appelle la voûte. Donc on a dit, lorsque ça rapproché de moins de 24 cm. Admettons maintenant que je fais un pan que de la voûte. On a dit que si j'ai un pan qui est haut de 10 fachim, c'est-à-dire de 82 cm, même si la hausse n'est pas remplie, c'est complètement libre, il y a de l'espace, ce n'est pas grave car on dit goudassi, c'est considéré comme si que tout est rempli. À condition, comme on l'a dit, je répète pour que ce soit clair, à condition évidemment que la paroi descend jusqu'en bas, qu'il n'y a pas de 24 cm entre le sol et la paroi. Il faut qu'il soit rempli du bas jusqu'en haut. D'accord? Donc jusqu'en haut des 10 fachim des 82 cm. Admettons que je ne remplis pas cet espace-là, mais je vais m'amuser à mettre par exemple des petites barres de bois ou bien une ficelle, une corde, et je vais les rapprocher de moins de 3 tfachim, c'est-à-dire de moins de 24 cm. Est-ce que ce sera considéré comme si que tout le point est fermé aussi? La réponse est que théoriquement oui. C'est oui considéré comme si c'est fermé. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas faire la souka uniquement de ça. Donc peu importe si on parle donc en vertical horizontal, qu'on peut voir ici, vertical horizontal, je ne pourrais pas faire toute ma souka de ça, car je ne peux pas faire toute ma souka de la voûte. D'accord? Évidemment, on ne va pas entrer dans les discussions, on va parler plus de ce qu'on doit faire à la Khalamasi. On ne va pas se contenter de ça pour que notre souka soit bien kshera. D'accord? Donc, c'est vrai que théoriquement, oui, ça marcherait, mais pas si toute la souka est comme ça. Par contre, si maintenant on appelle ça shtiv ARF, c'est-à-dire donc et horizontal et vertical en croix, donc ça s'appelle cette forme-là ou cette forme-là, à ce moment-là, c'est valable. Je peux faire toute la souka comme ça va être oui, valable. D'accord? Donc, même si je n'ai pas de pan, je n'ai pas donc on va dire de bois dur qui ferme, qui est vraiment hermétique, ce n'est pas grave. Mais à condition que ce soit au moins chez TVRF, là, ça va être possible. Tandis que le cas précédent, ce n'est pas valable si je fais ça dans les murs de la souka, à moins que je fasse ça dans les 4 murs de la souka. À moins que les 4 côtés de la souka soient comme ça, à ce moment-là, d'après Magen Avraham, c'est permis. Mais en général, c'est un peu dur de faire dans les 4 coins. D'accord? Mais en tout cas, si c'est chez TVRF, c'est-à-dire et horizontal et vertical, ça sera valable. Donc, de ce sens-là ou de ce sens-là, les deux seront valables. Donc, un exemple aussi assez courant, par exemple, des fois, on a un petit pan
on a un petit pan de mur. Ça peut être par exemple une terrasse où nous avons un petit coin un peu de pierre et par-dessus nous avons donc un gris ou bien un maquet, donc donc des grilles, des barrières, etc. Donc pour protéger de ne pas tomber, par exemple, un maquet. Donc à ce moment-là, évidemment, on pourra additionner. Mais encore une fois, si ce mur-là fait déjà 82 cm, on dit Fahim, je suis tranquille, peu importe ce qu'il y a au-dessus, ça me suffit complètement. D'accord. Par contre, s'il n'y a pas ces 10 Tfahim-là, il va falloir qu'on juge quelle est finalement la barrière qui va séparer. Est-ce que ça va être, oui, considéré comme une barrière qui est suffisante? Dans ce cas-là, d'après beaucoup de poskim, c'est oui, considéré comme une barrière suffisante, car au-dessus, j'ai et à l'horizontale et à la verticale. Donc, d'après beaucoup, c'est oui, considéré comme valable. Mais évidemment, on essaye, malgré tout, comme on l'a dit, de faire le maximum pour qu'au moins qu'il y ait les 10 premiers tfachim, donc les 82 cm les plus proches du sol, qui soient complètement donc, remplis pour être tranquille d'après tous les avis. Maintenant, regardez les sous-codes d'aujourd'hui, comment elles peuvent poser vraiment problème. Et malheureusement, souvent, on rentre dans des sous-codes qui sont même de gens très importants. Et souvent, on voit qu'il y a certaines petites choses on va dire entre guillemets, qui clochent et qui rendent la souka pas kshera. Donc, déjà, en vérité, ces sous-codes-là d'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui, c'est aussi allusionné un petit peu dans le Shulchan Aruch. On va lire ça très rapidement. D'accord? Donc, on va voir en vérité quel est le problème des tentures. על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריות של פשתן בלא קנים, אף על פי שקשרן בטוב זמנין דמתנקה ולאו דעתה. אבל אם מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה והרוצה לעשות בסדינים, טוב שיערוד במחיצות קנים לפחות משלושה. C'est-à-dire qu'en vérité, le problème, c'est que lorsqu'on a finalement ces tentures-là, on a un grand problème. Ça, c'est la Shulchan Aruch dit le petit problème, on va être d'autres problèmes. Déjà, on va commencer. C'est quoi le problème que le Shulchan Aruch présente? C'est que finalement, si ce n'est pas bien attaché, des fois avec un coup de vent, un vent qui soit vraiment, on ne parle pas d'une tempête évidemment, on parle d'un vent régulier, vraiment, une des parois pourrait se détacher, s'élever. Et si la tenture, donc la paroi se détache, ça rend pas soul la souka, étant donné que je n'ai plus de pan, je n'ai plus de paroi, je n'ai plus de mur, étant donné que la souka s'est envolée, même si c'est un petit peu envolé, qu'elle s'est finalement un peu décollée du sol, même de 3 tfachim de 24 cm, on a dit que tout le pan est considéré comme s'il n'existait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire absolument attention de bien attacher. Regardez ce qu'il dit le Mishnah Berurah, Salomar. Deim enida otam, afilu ein bekoach haruach lapel otam legamre, même si le vent bouge, même si le vent n'a pas la possibilité de faire tomber complètement la paroi, rak shalede haruach olech hamechitza, uba, כמובן דשוב לא חשיבה מחיצה, אפילו עומדת בבית שאין שם רוח, כלל לא חשיבה מחיצה. Même si cette souka-là est vraiment protégée par d'autres murs extérieurs, d'accord? Donc on ne parle pas que ces murs-là sont proches de la souka, car si ces murs-là sont vraiment proches de la souka, sont collés à la souka, c'est finalement ces murs qui sont parois de la souka et pas les tentures. Mais admettons que cette souka-là est dans un espace qui est protégé du vent, même étant donné que théoriquement, potentiellement, s'il y avait du vent, ces mechitzot-là, ces tentures-là pourraient s'élever, pourraient donc être décollées. Toute la souka n'est pas kshera. Faites très attention à ça. D'accord? Donc, ça, c'est le premier problème. Le premier problème, c'est que donc les parois pourraient s'élever. Deuxième problème que les poskim ont écrit, c'est même que finalement, théoriquement, elles ne pourraient pas se détacher, mais si la souka bougerait avec un vent, même si la souka ne fait que bouger d'un petit peu, même au milieu de la souka, c'est-à-dire que la partie supérieure et inférieure est bien attachée, mais à cause du vent, étant donné que ces parois-là, en général, ne sont pas bien tirées, à ce moment-là, il faut faire attention, car le fait donc ces tentures bougent, même si elles sont bien attachées en bas et en haut, finalement, ça détériore un petit peu et ça retire donc le nom de parois, de murs sur ces pans-là, et à ce moment-là, ça pourrait mettre en cause toute la souka. D'accord? Donc, c'est quoi la solution? Et donc, finalement, on retrouve ce problème-là donc, dans énormément de soukotes. À part ça, à part le fait que des fois, même, des gens n'attachent même pas la paroi, à ce moment-là, c'est vraiment pas une souka. Même des fois, en général, je ne pense pas que c'est possible de tirer tellement bien les bâches, tellement qu'elles sont vraiment, vraiment qu'elles ne bougent pas du tout. Donc, c'est pour ça la solution,
c'est ce qu'on a dit avant, c'est de mettre, on a dit que c'est vrai qu'on ne peut pas faire toute la souka comme ça, c'est-à-dire 3 pans, à moins qu'on fasse toute la souka 4 pans comme ça, mais on ne va pas vraiment se tenir uniquement sur ça, mais en général, en tout cas, c'est sûr que ça va aider, donc de rajouter des cordes qui vont donc se porter sur au moins 10 tfachim, au moins 82 cm, avec un intervalle de moins de 24 cm. En principe, 3-4 cordes, ça devrait suffire. Ça dépend aussi de l'épaisseur de la corde, mais en général, on va dire que si on met 4 cordes de manière à ce que sur les 82 cm, j'ai mes cordes qui ont en moins d'un intervalle de 24 cm, de moins de 3 tfachim, pardon, à ce moment-là, ça sera donc valable. Ça va aussi aider à ce que la souka, les tentures même ne bougent pas. Car si on se rappelle bien ce qu'on a dit au début du cours, pour que la souka soit kshera, il faut au moins que j'ai un pan de 10 tfachim, donc de 82 cm, qui soit vraiment solide et cachère. Au-dessus, ce n'est pas grave. Ce serait idéal, évidemment, ce serait la beauté de la souka, mais de la cache-route, ça ne va pas vraiment toucher dans la cache-route. Donc, il faut au moins que j'ai mes 82 cm qui soient complètement remplis. D'accord? Donc, admettons, si je mets ces cordes-là, à part le fait que c'est aussi considéré comme une paroi en soi, à part ça, ça va solidifier la partie inférieure, donc les 82 cm inférieurs de la souka, et ça va faire en sorte aussi que ma tenture ne va pas bouger. Évidemment, idéalement, si je peux mettre maintenant ces cordes-là à l'intérieur et peut-être aussi rajouter une ficelle qui va entourer la souka de l'extérieur de manière à ce que ça ne va pas bouger, à ce moment-là, je suis vraiment tranquille et j'ai une souka bien kshera. Maintenant, regardez cette astuce-là. Souvent, on rentre dans une souka, on est un peu gêné, car on remarque que les tentures ne sont pas bien installées, ne sont pas bien attachées, et on ne sait pas si on peut manger dans cette souka. Des fois, on est invité chez une personne importante, chez un ami, chez de la famille, on n'a pas envie de vexer, et on voit que la tenture est en train de s'envoler. Comment on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, par exemple, sur place, si on ne peut pas attacher, ou bien pour rester discret, c'est simplement mettre des chaises. Comme on l'a dit juste avant, même des objets peuvent constituer des parois. D'accord? Donc, si maintenant j'ai une chaise qui est haute, donc on retourne dans le même critère. Si j'ai une chaise qui est haute, par exemple, de 82 cm, mais évidemment qui n'est pas élevée, donc c'est-à-dire que l'espace qui est entre donc, le siège et le sol est moins élevé que 24 cm, ou bien que les pieds sont plus proches de 24 cm, ça va être considéré comme si j'ai eu un pan qui est caché. Donc, je pourrais mettre ça, plusieurs chaises comme ça sur le pan pour que ce soit considéré comme une paroi kshera. Un cas extrêmement courant qui rend tout simplement des sous-côtes qui pas cachères pour rien du tout, et c'est très dommage. Regardez bien ici. Regardez ici, nous avons, excusez-moi l'image est partie, voilà, elle est revenue. Donc, regardez ici, nous avons donc une souka, admettons qu'on parle d'une souka qui est kshera, qui a 3 pans comme il faut. D'accord? Mais des fois, le srach n'arrive pas jusqu'au bout de la souka. Si, encore une fois, donc on reprend encore ces 3 tfachim, donc c'est 24 cm. Si j'ai 24 cm donc d'espace entre le srach et la paroi, c'est considéré comme si je n'avais pas de paroi. Donc, c'est considéré comme si j'avais que 2 parois. Une paroi, 2 parois. Cette paroi-là qui est au milieu n'est pas considérée, ne vaut rien, étant donné que le srach n'arrive pas à la paroi. Donc, encore une fois, si le srach est décalé de la paroi de 24 cm, toute la paroi tombe et elle est inexistante d'après la halacha. Et donc, la souka est psoula. Très important de savoir que lorsqu'on met le srach aussi, de bien le placer de manière à ce que le srach arrive jusqu'au bout, ou du moins pas plus loin que 24 cm. Un autre din, une autre halacha. Nous savons aussi très bien que finalement aujourd'hui, nous avons plein de soukot qui est fait de métal, on appelle ça le mahamid des mahamides. On parle de la misgueret, c'est-à-dire du cadre de la souka, de la bâtisse de la souka. On ne parle pas du srach encore, on parle finalement de la souka même. Il faut savoir que le srach, lorsqu'on va poser, il va falloir qu'on le pose sur quelque chose qui ne soit pas mekabel touma, qui ne va pas recevoir l'impureté. Mekabel touma, on va en parler un peu juste après. Mais de manière générale, le métal, c'est oui quelque chose qui est mekabel touma. La question, c'est de savoir comment faire pour que les barres, pour que finalement on puisse poser notre srach sur quelque chose qui va finalement faire interruption entre le métal et notre srach. Car, comme on l'a dit, le srach ne peut pas être posé sur quelque chose qui est mekabel touma. Alors, regardez ici. Si, admettons donc, ce qui est en gris, évidemment, c'est le métal, et là, c'est le bois. Le bois, c'est en général, comme on verra plus tard, mais le bois, en général, ce n'est pas mekabel touma. Si on parle de simples morceaux de bois, ce n'est pas mekabel touma.
D'accord? Donc, ce n'est pas apte à recevoir l'impureté. Donc, je peux poser mon srar dessus. Admettons que j'ai posé mes morceaux de bois sur le cadre, uniquement sur le cadre. Je n'ai pas posé ici vraiment à l'horizontale, mais uniquement sur le cadre. Admettons que j'ai une petite souka. Et tout simplement, si je me pose sur le métal, ça me suffirait en réalité, donc vraiment au sens du cadre, et je pose le srar par-dessus, sans ces horizontales-là. C'est aussi pas valable. Pourquoi? Parce que le but, lorsqu'on dit que le srar ne doit pas toucher quelque chose qui est Mekabel tout le monde, on ne parle pas seulement du toucher, on parle du Mahamid. Ça veut dire que si jamais je retirerais, c'est quelque chose qui tiendrait le srar tomberait. C'est pour ça que si finalement j'ai mes barres de bois sont posées uniquement au sens, donc dans ce cadre-là, au sens donc, du cadre, concrètement, si je retire mes barres de bois, le srar tiendrait sur le métal. Et donc, c'est aussi pas valable. D'accord? Donc, il faut faire attention lorsqu'on a une petite souka, lorsqu'on pose le srar par-dessus, de faire attention que finalement, si jamais je retirais ma barre de bois, le srar tomberait. Car à ce moment-là, c'est appelé un mahamid. C'est celui qui tient le srar. Par contre, si, comme on l'a dit, c'est uniquement sur le cadre et j'enlève le bois, le srar tiendrait toujours, car finalement, il tient déjà sur ce métal-là. Par contre, si j'ai une grande souka, en général, ce n'est pas un problème. Si par exemple, je place une barre de bois ici à l'horizontale, donc vraiment qui traverse la souka, de manière à ce que je pose le srar, que si je retire le bois, le srar tombe, à ce moment-là, c'est valable, car finalement, ce n'est pas le fer qui m'a fait tenir mon srar, mais c'est le bois qui m'a fait tenir mon srar. C'est quelque chose qui n'était pas Mekabel Touma, j'espère que c'est clair. En fait, pour les questions, vous pouvez tout simplement écrire des questions et on va essayer de répondre. On va essayer de ne pas faire trop d'interruptions on va dire, en vocal durant le cours. Si pour nos autres formations, on aura vraiment le micro ouvert, car ce sera en général des formations plus en groupe. Mais pour ce cours-là, si vous voulez, vous pouvez tranquillement poser des questions à l'écrit et on essaiera d'y répondre Bezrat Hashem. Maintenant, par rapport à la quantité du srar, combien de srar qu'on doit mettre dans la souka? Déjà, il faut savoir que la halakha minimum, c'est qu'il faut mettre la majorité lorsqu'on met le srar, on a nombre majoritairement. C'est-à-dire que finalement, si je ferais le calcul entre l'ombre et le soleil, qui taperait sur le toit de la souka, je verrais que finalement, j'ai plus de srar, plus d'ombre que de lumière. Donc ça, c'est le premier critère à savoir. Deuxième chose, je peux mettre aussi beaucoup de srar, mais il faut faire assez attention qu'on puisse voir les étoiles. C'est-à-dire du srar, oui, majorité, oui, mais faire attention qu'on puisse voir aussi les étoiles à travers le srar. Comme on l'a mentionné dans Sefer Menagim, Marbim Besrar, le rabbi disait d'ailleurs tous les rébéim étaient énormément de srar. Comment ça s'exprime beaucoup de srar? C'est quoi beaucoup de srar? C'est qu'une fois qu'on avait mis assez de srar, on disait mets encore, rajoute encore du srar, mets encore du srar. Ça c'était Marbim Besrar, mettez beaucoup de srar. Maintenant, donc est-ce qu'on voyait les étoiles? Théoriquement, oui, on voyait les étoiles. C'était quelque part, à un certain endroit peut-être assez ouvert pour voir dans certains endroits les étoiles, malgré que finalement le toit donc de la souka, le srar était vraiment très très abondant. Aussi, peut-être en bougeant un petit peu les feuilles, théoriquement on aurait pu voir aussi les étoiles. D'accord, mais en tout cas, s'il y a tellement de srar à tel point que la pluie ne peut pas passer à travers, là on rentre vraiment dans un problème dans la souka et on met la cacheroute de la souka en cause. Donc minimum, majorité d'ombre. D'accord, c'est bien de rajouter du srar, mais de manière à ce qu'on peut quand même au moins voir les étoiles. Pour que le srar soit caché, il faut trois conditions. Vous allez me dire, c'est quoi le problème du srar? On achète ça n'importe où on veut et on peut mettre ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est vrai généralement, mais à condition qu'on a le bon srar entre les mains. D'ailleurs, une petite introduction, comme on a fait au début du cours par rapport à l'endroit de la souka. Évidemment, on a souvent cette question-là avant la fête. Est-ce qu'on a le droit de couper de l'arbre du voisin, par exemple, sans qu'il s'aperçoive? Ou bien est-ce qu'on a le droit d'aller dans la rue et couper donc, des arbres dans la rue, donc dans le domaine public pour le srar? La réponse, évidemment, est non. On ne va pas faire ça. Ce serait bien que du vol, c'est assourd de la Torah, pour un juif comme pour un goy. Donc, c'est important de faire attention à ça aussi, surtout pour la souka. C'est vrai qu'il y a une takana dessus, etc. Mais c'est uniquement lorsqu'on a l'intention de rendre la valeur donc, de ce qu'on a pris. Mais si en général on prend un peu du voisin, on prend de la rue, on n'a pas l'intention de rendre et donc c'est vraiment problématique. Donc, si on veut faire ça, il faut demander l'autorisation. Première chose. En deuxième point, quels sont les critères pour qu'un srar soit caché? Trois choses. Un, finalement, ça pousse de la terre, donc du végétal. Deuxièmement, qu'il soit talouche, ça veut dire qu'il soit détaché du sol. Donc, je ne peux pas utiliser un arbre qui est encore ancré dans le sol
pour pouvoir. Donc, je dis, bon, c'est pas grave, il tombe sous ma souka, je veux lui. Non, il faut d'abord le détacher. Et troisièmement, il ne faut pas qu'il soit Mekabel Touma. Deux premiers critères, c'est assez simple, oui. Un, végétal, deux, détaché. Quand on dit on pense à du bois, on pense toutes sortes de choses. D'accord, donc c'est assez facile. La question, ça veut dire quoi qui n'est pas Mekabel Touma? Donc, on va donner quelques exemples. Donc, vous voyez un arbre, par exemple, ici. Je pourrais vous dire, bon, Mekabel Touma, il a été mouillé, pas été mouillé, etc. Il y a des bûches, il y a aussi toutes sortes de planches. D'un côté, c'est bon, c'est peut-être une planche à part, mais c'est pas très chaud. Si par exemple vous prenez une table et vous la démontez, est-ce que vous pouvez, vous dites quoi? Il n'y a pas de problème dessus. D'un côté, c'est de son méhar, donc à la base, c'est du végétal. Et deuxièmement, c'est talouche. Évidemment, oui, il n'est pas encore enraciné. D'accord? Donc il a été déraciné, il a été coupé, il a été travaillé peut-être. Donc c'est quoi les critères? Donc c'est quoi les critères du srar kasher? Donc les deux premiers points, on en a parlé. Un, végétal, deux, qui soit détaché du sol. Et c'est quoi maintenant Mekabel Touma? Alors on va donner des petits exemples. Un, déjà, c'est par rapport au matériel. C'est-à-dire que le matériel, il faut faire attention qu'il soit un matériel qui soit en général pas Mekabel Touma. Du bois en général, ce n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que en général, shooter que les haies, des petits morceaux de bois, un, ça n'a pas d'importance. Deux, si ce n'est pas un cli, ce n'est pas un ustensile, ça n'a pas été travaillé comme un ustensile. D'accord? Ou bien ce n'est pas un réceptacle. Dans la Shulchan Aruch, on rapporte un exemple, par exemple, de flèche. On pourrait dire peut-être les barres, donc les tiges de flèche. D'accord? Là-bas, dans le Shulchan Aruch, on parle de deux exemples. Si par exemple, c'est une tige de flèche où la flèche a été percée de manière à ce qu'on pourrait mettre donc, le morceau de métal à l'intérieur, étant donné qu'il y a un réceptacle, même concrètement, ce n'est pas un réceptacle qui est fait pour recevoir, mais concrètement, il reçoit le métal quelque part, étant donné qu'il est apte à recevoir quelque chose, c'est déjà Mekabel Touma. D'accord? Donc, un, il ne faut pas que ce soit un ustensile, ce n'est pas un kéli. Deux, que ce ne soit pas un réceptacle. Ça, c'est par rapport même au bois. Pour le reste, même que de manière générale, le bois, c'est shooté kéli, ce n'est pas Mekabel Touma. Mais si on parle du métal, par exemple, du plastique, c'est oui Mekabel Touma en soi. À part que ça contredit évidemment les deux premiers critères. Et comme ça, on apprendra aussi par rapport aux Mahamides et des Mahamides. Alors maintenant, un exemple, par exemple, qu'on peut trouver ici, c'est avant ça, excusez-moi, je reviens à ce qu'on a dit juste avant. Admettons maintenant que je prends donc ces planches-là, par exemple cette table-là, et je la casse complètement et je mets sous ma souka. D'un côté, on a dit que deux premiers critères sont remplis. Troisième critère n'est pas rempli. Pourquoi? Parce que c'était un ustensile. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est plus un ustensile, je l'ai cassé. Même les shvarim, même les shivrei kelim sont aussi interdits. C'est-à-dire à partir du moment où un keli, c'est-à-dire un objet, a pris le titre de ce morceau de bois, a pris le titre de keli, même si par exemple c'était vraiment pour quelque chose de dérisoire, de banal, comme par exemple des fois on a des cajots du marché par exemple et en bois, on va dire peut-être je vais démonter, je vais mettre sous ma souka, étant donné que ça a été pour un keli, ça ne va pas être valable pour mettre sous ma souka. Il faut vraiment des morceaux de bois neutres qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui n'ont pas été utilisés, qui ne sont pas aussi un ustensile. Alors maintenant, un cas classique, ultra classique qu'on voit tous les jours, on sait très bien qu'on va tous, chaque fois on parle, même chez les Goïms, de la fête des cabanes, et ils ont déjà le canis qui est prêt. Il faut savoir que ce n'est pas du tout pachout d'utiliser ces canis-là, donc ces bambous-là. Et pourquoi? Car, déjà, il faut faire attention quand on achète quelque chose, il faut la cache-route. Pourquoi la cache-route? Car finalement, ça va pouvoir finalement nous valider les deux points suivants. Un, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ces canis-là, ces bambous-là ont été conçus. Est-ce que c'était conçu en tant que cli, en tant qu'un ustensile, car dans certains pays, on utilise ça par exemple pour s'asseoir, pour s'allonger, pour mettre en tant que tapis. D'accord? En Inde, par exemple, souvent ils utilisaient ça vraiment en tant que tapis pour s'allonger. Il y en a même qui dorment dessus. À ce moment-là, si c'était vraiment le but de la conception de ce canis, de ce srach, entre guillemets, étant donné que c'est fait les shrivas, à ce moment-là, ce sera achillé pas soul, peu importe la taille. Si je sais qu'il est fait pour les shrivas, c'est le srach et pas soul. D'accord, donc c'est bien beau de dire, attendez, on va voir s'il y a du fil de métal ou c'est du fil de lin. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi nous assurer que ça a été vraiment conçu pour quelque chose qui n'a pas été pour un cli. Si c'était conçu pour un srach pour recouvrir, c'est très bien, c'est cachère, à condition aussi que le deuxième critère est rempli, c'est-à-dire que
les bambous sont rassemblés avec une tige qui est naturelle. En général, on fait ça avec du fil de lin. Ça peut aussi avec une fil de coton, mais en tout cas, en général, avec du fil de lin, qui va faire en sorte que ce n'est pas Mekabel Touma. Comme on l'a dit, un Mahamid, quelque chose qui va faire tenir le srar, il ne faut pas qu'il soit Mekabel Touma. Mais en tout cas, ça ne suffit pas, comme on l'a dit. Il faut aussi que le premier critère soit rempli, c'est-à-dire vérifier l'usage. Pourquoi ces canis-là, ces bonbons-là ont été créés, ont été conçus? Est-ce que c'était vraiment pour en tant que srar, même si ce n'est pas les Shem Mitzvah, mais au moins ce n'est pas pour s'allonger dessus, car à ce moment-là, on ne pourra pas utiliser ce srar-là. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire quelle marque fait quoi, mais il faut quand même se renseigner pour ceux qui utilisent ce genre de canis, qui ont acheté à Leroy Merlin ou quoi. On va pas faire de publicité ici, mais en tout cas, si c'est le cas, faire attention pourquoi ces choses-là ont été faites, ont été conçues. Et à part évidemment le critère classique de voir est-ce que c'est ce qui relie, c'est du Mekabel Touma, est-ce que c'est du métal ou c'est du fil naturel. Maintenant, une autre question qui est très très courante aussi et que pas tout le monde fait attention, mais qui est vraiment très courante dans la souka, est-ce qu'on a le droit d'attacher le srar? Chaque année, cette question-là revient dans plusieurs contextes. Et il faut savoir que des fois, on a le droit d'attacher le srar, des fois, on n'a pas le droit d'attacher le srar, car on va le voir maintenant. Déjà, il faut savoir que le Tosfot nous dit qu'on ne peut pas attacher le srar avec des masmerim. On ne peut pas attacher le srar avec des clous. Pourquoi? Car quand même, la souka, c'est vrai que c'est une dira, c'est une demeure, c'est un endroit où on va finalement séjourner durant 7 jours, mais ce n'est pas une dirat keva, ce n'est pas une résidence fixe, une dirat aray, une résidence temporaire. Étant donné que c'est une résidence qui est temporaire, il ne faut pas qu'on fasse une action qui va pouvoir finalement nous marquer, nous montrer que cette demeure-là, entre guillemets, qu'on est en train de construire, elle va être une résidence éternelle, donc il y avait une résidence vraiment fixe, kavua, dirat keva. Il faut que ce soit araï. Donc si maintenant j'attache mon srar, qui est mon toit finalement, avec un vraiment clou et marteau, c'est vraiment un derer binyan, c'est vraiment comme ça que finalement on construit quelque chose qui va être keva, qui va être fixe. D'accord? C'est pas la manière de faire quelque chose qui va être temporaire. Donc en 2 mots, je peux pas. C'est vrai que théoriquement, dans certains cas, je peux fixer mon srar, je peux finalement l'attacher. Mais je ne pourrai pas l'attacher avec quelque chose qu'on a l'habitude de se fixer avec. Comme par exemple clou et marteau, ça, non, on ne pourra pas faire ça, car on a besoin de dirat araï, une résidence temporaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est important de savoir lorsqu'on fixe le srar, c'est de savoir qu'il faut se rappeler, on n'a pas le droit de faire tenir le srar avec quelque chose qui est mekabel touma, qui pourrait recevoir l'impureté. Alors, j'ai du srar sur mon toit. Le srar risque d'en s'envoler. En général, il s'envole, admettons. J'ai un srar qui est léger, par exemple. En même temps, avec chaque coup de vent, il s'envole. Avec un vent normal, il s'envole. Je suis obligé d'attacher mon srar parce que, un, il va s'envoler. Et de deux, le fait même qu'il pourrait s'envoler, c'est déjà un problème en soi. Donc, je vais attacher mon srar. Mais si c'est le cas qu'il pourrait s'envoler, donc finalement, c'est ma ficelle qui va être le ma'amid. C'est lui qui va faire en sorte que mon srar va tenir. Si c'est le cas, il faut absolument que je l'attache avec une ficelle qui ne soit pas mekabel touma. On a par exemple des ficelles de coton, des fils de lin pâtissé qui est naturel. Ça peut aussi des fils de bambou, toutes sortes de morceaux de bois qu'on pourrait faire avec des nœuds, d'accord, mais qui n'a pas été travaillé. Ça va être bon pour fixer. Pourquoi c'est important d'utiliser ça et pas qu'on appelle ça de la zikonim, oui, donc des attaches en plastique, parce que finalement, j'ai besoin de faire tenir mon srar avec quelque chose qui n'est pas mekabel touma, étant donné que le vent pourrait le faire envoler. Mais admettons que ce n'est pas le cas. Par exemple, que mon srar tiendrait très bien finalement sans cette attache-là. Pourquoi je l'attache? On ne sait jamais, peut-être qu'il y a une tempête. On a annoncé une tempête D'accord, donc c'est possible que finalement il y aura un grand coup de vent qui va faire envoler mon srar. Donc là, finalement, en temps normal, le srar tient. Étant donné que le srar tient de lui-même, donc finalement, ma ficelle, ce n'est plus le Mahamid, ce n'est plus lui qui fait tenir mon srar. Ce qui fait tenir mon srar, c'est peut-être les barres latérales sur lesquelles mon srar repose, mais ce n'est pas ma ficelle qui fait tenir le srar, et c'est pourquoi je pourrais aussi l'attacher avec quelque chose qui est mekabel touma, avec une ficelle, avec un élastique, avec un attache en plastique, etc. D'accord? Donc faire attention. On résume. 1. Si le srar s'envolerait, je suis obligé de l'attacher. La question, c'est de ne pas l'attacher avec ce qu'on a l'habitude d'attacher dans une construction, comme par exemple des clous. À part ça, si mon srar
pourrait s'envoler, que je l'attache, il faut faire attention de ne pas l'attacher avec quelque chose qui s'appelle Mekabel Touma, car sans lui, le sra s'envolerait. Et donc, je suis ma'amid avec tout ce qui est Mekabel Touma. Par contre, s'il ne s'envolerait pas parce qu'il est assez lourd et je l'attache juste parce que pour être tranquille, à ce moment-là, je peux oui l'attacher avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Maintenant, on a aussi une autre option d'attacher le sra pour être tranquille. D'accord? Par exemple, je pourrais, donc j'ai les lattes qui sont en dessous qui vont faire tenir le sra. J'ai aussi, je pourrais par exemple mettre une autre latte par-dessus. On a dit des morceaux de bois, ce n'est pas Mekabel Touma, donc je pourrais aussi mettre une latte par-dessus et ensuite accrocher ensemble. Donc j'ai une latte au-dessus, une latte en dessous, le srach au milieu et accrocher donc le tout avec une ficelle même Mekabel Touma. D'accord? Étant donné que j'ai une planche par-dessus, donc une latte de bois par-dessus, en général, le poids fait en sorte que déjà le srach ne s'envole plus. Donc ensuite, je peux attacher en sandwich les deux et ça sera valable même si ce ficelle-là est Mekabel Touma, car encore une fois, ce n'est pas grâce au fil qui tient, il tient déjà par lui-même. D'accord, maintenant on va passer à on s'approche à la fin du cours. On va parler d'un cas très très courant qui s'appelle Dofen Akuma, très important de savoir. Donc, Dofen Akuma, c'est en réalité un srar qui est pas soul. Donc là, j'ai mis du canis. Bon, évidemment, ce n'est pas du canis, c'était juste pour me montrer un morceau de bois qui est pas soul. Ce n'est pas en réalité le srar qu'on connaît. D'accord? Là, on parle d'un srar pas soul et là, on parle d'un srar kasher. D'accord? Maintenant, donc là, on a vu d'oiseau. Nous avons donc les 4 parois ici. Nous avons ici un srar qui est pas soul. C'est quoi un srar qui est pas soul? Ce n'est pas forcément un srar, mais c'est même un mur. Ah, ça peut être un mur de béton. Par exemple, des fois, j'ai la partie de la terrasse d'au-dessus qui finalement qui recouvre une partie de ma souka. Un autre exemple, j'ai par exemple un garage. J'ai par exemple un garage par exemple avec des tuiles et je décide tout simplement de retirer mes tuiles et mettre par-dessus du srar. Mais concrètement, j'ai tout le tour, d'accord, qui est finalement qui est recouvert par un toit qui est pas soul pour un srar. Donc ça peut être des tuiles, ça peut être simplement des planches de bois qui ne sont pas cachées pour le srar, par exemple, ça peut être aussi un mur, la terrasse au-dessus, peu importe. En tout cas, c'est une partie qui n'est pas cachée pour rendre ce n'est pas un srar qui va recouvrir une partie de ma souka. À ce moment-là, est-ce que ma souka est kshera? Alors, c'est quoi la question principale dans ce cas-là? C'est est-ce que finalement mon mur est considéré comme un mur? Admettons que j'ai 4 murs. Oui, admettons que j'ai 4 murs. Si vous vous rappelez, on a dit que pour que la souka soit kshera, il faut qu'il y ait au moins 3 murs. 3 murs que chacun d'eux fait la longueur de 57 cm.2, de 7 tfachim. Si j'ai 7 tfachim de chaque côté, donc 3 fois 7 tfachim, ma souka kshera. Mais admettons que par exemple j'ai un pan en moins. Par exemple, que le trait supérieur que vous voyez ici n'existe pas. Donc finalement, je n'ai pas de mur ici, c'est ouvert ici complètement. Et donc finalement, j'ai que un pan, 2 pans, 3 pans. Donc le côté droite, le côté gauche, le côté inférieur, c'est finalement mes parois. Mais j'ai aussi quelque chose qui recouvre. Donc ici, en vol d'oiseau, on voit quelque chose qui est pas soul pour être le srar. Est-ce que ça va être considéré comme une souka kshira ou pas? La réponse est qu'en vérité, c'est Dofen Akuma. C'est quoi Dofen Akuma? C'est qu'on va considérer comme quoi qu'en vérité, la paroi continue, comme si elle continue aussi sur le toit. Et ça va être valable uniquement si donc ce srach-là est moins large que 4 amot, que 1,90 m. Si c'est moins qu'1,90 m, à ce moment-là, je pourrais considérer donc ici le trait, donc cette paroi-là, comme une paroi qui sera cachère pour la souka. Regardez ici plus clairement. Ici, vous avez donc une souka. D'accord? Donc, on n'a pas fait les murs, on a juste montré le mur donc, de droite et de gauche. Ici, vous avez donc un toit. Le toit recouvre une partie de la souka. Là, vous avez le srach. Maintenant, vous avez besoin aussi de ce pan-là pour rendre cachère votre souka. La question, est-ce que c'est valable ou pas? Si c'est moins que 4 amot, que 1,90 m, ça sera valable car on considère qu'en vérité, ce mur-là, Dofen Akuma, c'est comme si c'était un mur qui était penché. Et donc, en vérité, ça, je considère, donc finalement, le toit, je le considère une partie du mur. Et donc, le mur sera encore existant et je pourrais considérer ce mur-là comme mon mur de la souka. Par contre, s'il y a un espace plus grand, ce mur-là tombe et c'est comme si je n'ai plus de mur. Et donc, je vais devoir vérifier si j'ai assez de murs pour pouvoir faire ma souka. D'accord? Donc, admettons que vous avez ici une terrasse qui recouvre une partie de votre souka.
calculez la terrasse qui est au-dessus de vous. Est-ce qu'elle fait moins que 4 amotes ou plus que 4 amotes? Et en fonction de ça, vous pourrez savoir est-ce que ce mur-là est compté ou pas. Prochain cas de figure, très très courant aussi, on en a parlé avant, mais on en parler aussi pour conclure le sujet. Si j'ai un espace de 3 tfachim, donc de 24 cm ici, pourquoi je l'ai ramené aussi ici, c'est à la chala, pour la comparer avec la précédente. Lorsqu'on parle d'un mur, donc un mur qui est rempli, d'accord, comme on l'a vu ici, donc finalement c'est un srar qui est rempli, d'accord, qui n'est pas cachère ici. Là, vous avez quelque chose qui est cachère. À ce moment-là, la distance est de 1,90 m de 4 amot pour que ce soit considéré comme un dofen akuma. D'accord? Important de préciser que j'ai oublié de le faire, c'est à condition évidemment que le srar est collé au mur. Donc au mur, au dofen akuma, au toit plutôt. Si c'est collé, à ce moment-là, ça va être valable à condition qu'il y a moins de 4 amot d'1,90 m. Ça, c'est si c'est rempli par quelque chose qui n'est pas donc valable pour le srar de la souka. Par contre, si vous avez un espace, là, c'est beaucoup plus dur. Là, étant donné qu'il n'y a rien, c'est 3 tfachim, c'est 24 cm. Plus que 24 cm, vous pourrez retirer donc cette paroi de la souka et donc vous aurez un problème justement. Donc vous ne pourrez pas finalement compter cette paroi en tant que souka, vous devrez donc vous débrouiller avec le reste si vous avez donc assez de murs, ce qui est en général très rare d'avoir une situation où on a les 4 murs qui nous entourent. Maintenant, admettons que vous avez donc un 3 tfachim, d'accord, donc encore 24 cm de vide entre le srar. Là, encore une fois, c'est le même principe. C'est comme si on a coupé la souka en deux. Et donc, vous devez avoir deux tailles de souka. Donc, si vous avez 3 pans de mur ici, chacun d'eux fait 7 fachim, 57 cm et demi, ça sera valable. Sinon, ça ne sera pas valable. Car finalement, cet espace-là a coupé la souka en deux. Maintenant, admettons que vous avez la même chose, mais c'est en rempli. Comme on l'a dit juste avant, Dofenakuma, c'est rempli par quelque chose. Là aussi, c'est rempli, mais ce n'est pas rempli sur le côté. C'est rempli au milieu de la souka. Là, ce n'est plus 4 amot, c'est 4 fachim, c'est 32 cm. Là, votre souka est coupée en deux. Évidemment, on ne pourra pas. On va faire attention, évidemment, souvent dans les soukottes, on a dit qu'il faut avoir majoritairement d'ombre par rapport à la lumière. Mais souvent, on a quand même des petits trous. Donc, comme il dit le rameau, les petits trous, on ne peut pas forcément faire attention parce qu'on n'aura pas fini. Mais si vraiment on a un trou qui est plus grand de 3 tfachim, ou bien on a du srar pasoul, par exemple, vous avez même un sac plastique qui est tourné par-dessus, ou un morceau de bâche qui est encore sur la souka, qui recouvre 4 tfachim, c'est-à-dire 32 cm, il faut faire attention de ne pas manger en dessous, car ça ne sera pas valable. C'est la souka avec shira, mais cette partie-là, on ne pourra pas donc manger en dessous. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, si vous voulez, évidemment, il faut toujours envoyer donc les questions. Donc pour ceux qui sont inscrits, évidemment, sur la liste de diffusion, donc on a déjà le numéro. Et Bezrat Hashem, on espère tous qu'on passe tous une bonne fête de Sukkot. Donc je rappelle évidemment que qu'on diffusera le lien de vidéo en principe uniquement pour ceux qui sont inscrits. Comme ça, donc ceux qui sont intéressés donc, de rentrer dans la liste de diffusion peuvent s'inscrire et donc envoyer inscription au lien, au numéro qu'on a indiqué. Et Bezrat Hashem, on se retrouve pour d'autres shiurim. On essaye de faire en sorte que les shiurim soient ma'asi. Donc c'est vrai que la souka, c'est un peu compliqué à beaucoup de détails. On a essayé de toucher les points qui sont un peu les plus courants. Mais en tout cas, Bezrat Hashem, on se retrouvera sur d'autres shiurim. Donc on a déjà plusieurs shiurim qui sont déjà en cours de construction. Et aussi évidemment des plusieurs formations qu'on a. Et sur Tarat HaMishpacha, comme on l'a mentionné. Et aussi évidemment sur la Smicha. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. On enverra un formulaire à chacun. Donc, on rappelle que toutes les formations sont Baruch Hashem gratuites. Et donc, la seule chose qu'on demande, évidemment, c'est évidemment pour les formations à long terme, oui, des formations à plusieurs mois, une formation d'1 an et demi. Donc, évidemment, c'est le sérieux, le dévouement de chacun. Donc, pour ceux qui pensent s'inscrire à la Smicha, évidemment, essayez donc de trouver une chavruta, ce serait le top, comme on dit, donc de trouver un compagnon d'études pour pouvoir donc quand même, parce que c'est quand même compliqué de garder, c'est des fois assez dur même de garder le rythme de l'étude et vraiment de persévérer. Mais quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile et surtout qu'on aura aussi des parties que vous devrez réviser vous-même, donc à la maison, même des fois avancer avec le texte qu'on enverra. Donc en tout cas, donc déjà, pensez-y déjà et bien après les fêtes, on va démarrer. En tout cas, je vous souhaite tous que Mahatima Tova, Shana Tova Mtuka, que vraiment on ait tous une bonne et douce année et que malgré les situations dans le monde entier,
on a marqué au Frost, Aleinu Sukkot Shlomecha Akadosh Baruch Hu, qui nous étend sur nous la Soukha de la paix. Évidemment, on fait référence à la Soukha de David Anophelet, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire reconstruire, remonter la Soukha de Mashiach, si Dieu veut, de David Anophelet, la Soukha de David qui est tombée. On parle de la Soukha de Mashiach. On sait tous qu'on va tous se retrouver dans la peau du Léviathan, en train de tous entourer des tzadikim de toutes les générations dans la grande soukha du Mashiach. Donc on espère tous déjà que directement avec cette fête de Sukkot-là, cette fête de Sukkot-là protège, évidemment, comme la soukha protégeait les Bnei Israël, comme la soukha, on faisait référence, comme on a dit au début du cours, des nuées qui protégeaient les Bnei Israël dans le désert, que cette soukha-là aussi protège les Bnei Israël, donc les Juifs dans le monde entier, le monde entier en général, qu'on puisse se retrouver avec Mashiach très très bientôt. Et on vous souhaite à tous donc une bonne et douce année et à très bientôt.